Bonjour à tous. Je m'appelle Maïté Biloré, je suis maître de conférence à l'Université Lyon 3, où j'enseigne depuis maintenant une quinzaine d'années. C'est la première fois que je propose un séminaire à l'Université culturelle. Alors, pas tout à fait la première fois en réalité, parce que ce titre, je l'ai déjà proposé l'année dernière, mais je n'avais pas pu venir à la séance de présentation et j'ai eu très peu d'inscrits, ce qui fait que le cours n'a pas ouvert. Donc, c'est la raison de ma présence ici aujourd'hui, où je me suis dit que vous présenter ça de vive voix ferait peut-être envie et me permettrait donc de vous proposer ce séminaire. Alors, ce séminaire, comme vous voyez, je le proposerai qu'au second semestre. J'ai une charge d'enseignement très lourde au premier semestre, qui fait que pour tout ce qui est annexe, on ne peut pas l'envisager avant le mois de février. Donc, ce cours, il portera sur une présentation globale de la justice au Moyen-Âge. Alors, c'est un sujet qui n'est pas au plein cœur de mes recherches, mais vous allez voir, ça n'en est pas très éloigné, parce que moi, je suis spécialiste de la contestation politique dans le monde plantagenet. Donc, je suis plutôt spécialiste d'Henri II, de Richard Cœur de Lion et de Jean Santerre. Voilà, mais sous une approche un peu spécifique, donc de la contestation politique, en particulier la contestation aristocratique, et également la figure du martyr politique. Donc, qui dit contestation politique dit répression judiciaire, et donc vous voyez que du coup, de par ma spécialité, j'ai été amenée à m'intéresser à la justice. Alors, je dois dire aussi que je m'y suis intéressée par intérêt personnel. Ma génération à laquelle j'appartiens, en fait, j'ai énormément de collègues qui sont des élèves d'une grande figure de l'histoire de la justice, qui s'appelle Claude Govard, qui est parti à la retraite il n'y a pas très longtemps. Et en fait, tous mes copains, toutes mes copines se sont mises à travailler avec Claude Govard. Et donc, en fait, sont devenus des spécialistes de la justice, ce qui fait qu'il m'est arrivé, il y en a un qui est sous presse actuellement, d'écrire quelques ouvrages sur ce thème avec des plus spécialistes que moi, je dirais, d'histoire de la justice. Et puis, autre élément qui permet de vous expliquer mon intérêt personnel pour ce sujet passionnant, c'est un héritage. Un héritage que j'ai reçu ici, à Lyon 3, quand notre collègue et amie Nicole Gontier est partie à la retraite. Comme vous le savez peut-être, elle a été en France, avec Claude Govard, l'une des pionnières de l'histoire de la justice, en travaillant, elle, principalement sur des sources régionales, puisqu'elle était la spécialiste des archives du Lyonnais et du Dijonnais. Et donc, c'est cette tradition d'histoire de la justice au sein de la faculté des lettres que je porte et que j'essaye, à mon niveau, de perpétuer. Alors, quelle est l'idée de ce cours ? L'idée fondamentale de ce cours est de casser les clichés sur la société médiévale. En fait, on va être amené à parler de criminalité. Quels sont les crimes médiévaux ? On fera une petite typologie. Et à mon sens, il faut analyser autrement, autrement que ce que le grand public pense de cette société médiévale. Donc, on réfléchira à la violence dans la société médiévale, qui est loin d'être une violence débridée. On s'interrogera également sur la prétendue rudesse des mœurs.
et sur une espèce de banalisation de cette criminalité, avec une classe aristocratique que l'on imagine facilement complètement dévoyée et brutale, ou à l'autre bout de l'échelle sociale, toute une classe de marginaux, classe dangereuse, comme on l'appelait dans les années 60, qui serait extrêmement actif. Donc, il va s'agir de regarder un petit peu tout ça de plus près, de voir surtout le biais des sources, puisque l'essentiel de ce que nous connaissons de ces violences médiévales passe par l'écriture des moines, qui sont les principales victimes de certaines agressions et qui, évidemment, renforcent pas mal le trait. En tout cas, s'il y a violence, ce qui sera intéressant, c'est d'expliquer en quoi les mentalités de l'époque expliquent ces différentes violences. Donc, il y aura un aspect étude de la criminalité médiévale et puis, évidemment, son pendant, une étude de la justice. Donc là encore, des clichés, une justice que l'on imagine volontiers arbitraire et corrompue. On imagine le seigneur qui juge un peu comme il l'entend, son cadre. Donc, pas de cadre normatif ou des juges qui ne respectent pas les rares lois existantes. Une justice que l'on imagine peut-être aussi sans efficacité. Est-ce que les justiciables trouvent des solutions à leurs problèmes quand ils vont voir le juge? Donc voilà, dans l'opinion du grand public, on a une vision très négative finalement de cette justice. Alors si cette justice est un peu complexe à appréhender pour les observateurs du XXIe siècle, notamment c'est ce que je montrerai du fait de la multiplicité des tribunaux. Nous ne sommes pas habitués, nous avons un seul tribunal, le tribunal de l'État. Au Moyen-Âge, il y a une multiplicité de tribunaux. Autre élément de complexité, la diversité des lois. Il n'y a pas une loi, il n'y a pas un code civil, il y a différentes lois pour différentes personnes, dans différentes régions, etc. Donc ça, c'est un facteur de complexité. Et aussi des étrangetés, en particulier lorsqu'on s'intéresse aux modes de preuve qui servent dans les tribunaux. On voit qu'il y a des choses qui nous paraissent un peu archaïques aujourd'hui. Mais en tout cas, malgré cette complexité à appréhender la justice, on verra, et c'est mon objectif de vous montrer qu'elle n'est pas si primitive et sanguinaire qu'on voudrait l'imaginer, et surtout que les supplices en tout genre, les mises à mort spectaculaires que l'on trouve représentés dans les manuscrits enluminés. Je vous ai mis ici un exemple tiré d'une Bible de la bibliothèque de Moulins, mais j'aurais pu également prendre une enluminure tirée des chroniques. Toutes ces représentations ne rendent pas très bien compte, au final, de ce qu'était le quotidien des tribunaux. Donc c'est un point important à noter si on veut comprendre ce qu'était véritablement la justice médiévale. Les grands procès qu'on vous présente et qui fascinent, j'ai pas de doute là-dessus, tout comme les grandes affaires criminelles qui défrayent la chronique de nos jours, en fait, ne sont que des exceptions. C'est important de le dire. Alors bien sûr, au cours de ce séminaire, nous aborderons quelques-uns de ces procès. Difficile de parler de la justice médiévale sans évoquer les Templiers, sans évoquer Jeanne d'Arc, sans évoquer les grands procès. Je vous ai mis ici un exemple d'un des grands procès de l'époque, le procès de Robert d'Artois. J'aurais pu mettre celui du comte d'Alençon. En tout cas, ce sont des moments importants, et dans l'historiographie, il y a eu des études sur ces grands procès. Mais je ne les aborderai
qu'à la marge, en quelque sorte, de mon analyse de la justice. Ce n'est pas l'objectif de mon propos. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre le sens de ces grands procès, pas le contenu même. Je voudrais montrer, par exemple, le lien qui existe entre les mises en scène spectaculaires auxquelles ils donnent lieu, ces exécutions qui se font de manière très théâtrale. Ce qui m'intéresse, c'est de voir quel rôle ont, par exemple, ces mises en scène dans la construction de l'État. Donc, quelle est l'instrumentalisation politique, finalement, de ces mises en scène? Donc voilà, c'est un point de vue un peu particulier. Ce ne sont pas les procès en soi qui m'intéressent. Alors, mon objectif sera donc d'évoquer avec vous les travaux de mes collègues et depuis une vingtaine d'années, surtout, ces travaux ont été très, très nombreux. L'historiographie a été énormément renouvelée. On a beaucoup de monographies régionales qui ont été faites, des thèses qui ont été publiées sur des tribunaux spécifiques. Ce qui a permis une ouverture parce que au départ on connaissait bien que des tribunaux royaux. Donc là on a énormément renouvelé, en particulier le renouvellement s'est fait à la génération post-Govard, je dirais, les élèves de Claude Govard sont ceux qui ont ouvert la voie de travaux sur les justices seigneuriales en particulier. Donc on est descendu d'un échelon pour mieux voir finalement ce vers quoi se tournaient les justiciables en réalité, parce que la justice royale, on y va rarement, il faut avoir gravi tous les échelons pour arriver jusqu'au tribunal donc du bailli au niveau régional ou du Parlement de Paris. Bien, donc on évoquera tous ces travaux et le renouvellement de l'historiographie qui est assez récente. Et puis, je vous présenterai beaucoup de documents, surtout des sources issues de la pratique des tribunaux. Et j'essaierai de prendre en priorité des documents des archives de la région. Donc, si on veut, des archives lyonnaises pour illustrer comment fonctionne donc cette justice médiévale. Alors là, je ne vous ai pas pris un exemple lyonnais, mais un beau document. Vous voyez ici, par exemple, une page du papier rouge de Dijon, qui est le premier registre de justice criminelle de la ville. Alors, vous voyez, ça ne s'est pas bien passé pour les gens qui se sont présentés devant ce tribunal. Donc, quand on a dans ce registre un petit pendu, ça veut dire que la peine qui a été prononcée est bien sûr la peine capitale et surtout qu'elle a été menée à son terme, puisqu'il y en a certains qui ont été condamnés mais n'ont pas été exécutés, puisqu'il y a des tas de possibilités de recours. On verra ça également. Donc, à la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, on a prolifération de ce type de documents, de ces types de registres, des registres d'écrou, des registres d'audience, des registres de condamnation, des documents de jurisprudence. Donc, on est dans une phase où se développe le notariat, etc. Donc, en fait, on a plein de documents qui nous permettent de travailler sur la pratique des tribunaux, le quotidien des tribunaux. Et puis donc à côté de ces documents écrits, bien sûr, on travaillera sur des documents iconographiques et aussi des documents archéologiques pour répondre à un certain nombre de questions. Alors, je vous ai mis ici un petit panel de questions. Je ne sais pas encore dans quel ordre on étudiera tout ça, donc je ne peux pas vous présenter vraiment un plan, mais en gros, ce qui pourra guider la réflexion, c'est une réflexion sur les personnes qui jugent au Moyen-Âge. Il y a une diversité de juridictions. Beaucoup de personnes ont un droit de justice. Comment on en est arrivé là ? Pourquoi autant de gens ont la capacité de juger, des seigneurs, des évêques, des archevêques, du roi, des baillis, etc. Donc, en fait, mettre un petit peu tout ça au clair et essayer de comprendre comment, au fil du temps, se professionnalise, en fait, le personnel judiciaire. Donc, c'est quelque chose
qui concerne la deuxième partie du Moyen-Âge, à partir du XIIIe siècle. Je vous ai dit que beaucoup de personnes jugeaient au Moyen-Âge, et donc cela engendre des conflits de juridiction. Alors c'est quelque chose de très important quand on s'intéresse à l'histoire de la justice, que ces conflits entre les différentes personnes qui possèdent ce pouvoir, hein. Donc ils tiennent bien à garder leur pouvoir, hein, qui est une manière d'avoir aussi une emprise sur la population. Donc, nous verrons que ces conflits de juridiction sont très nombreux, en particulier à Lyon, avec un paysage judiciaire extrêmement complexe, hein, vous savez peut-être, hein. Donc, on a un seigneur de la ville qui est l'archevêque, mais à côté de ça, il doit partager son pouvoir de justice avec les chanoines du chapitre Saint-Jean, qui ne sont pas toujours bien commodes. Et puis vient s'ajouter là le roi qui impose son bailli alors à Mâcon, mais quand même on a un petit hôtel, un hôtel de Roanne à Lyon. Ben, en fait, on va essayer de faire en sorte que le bailli soit de plus en plus présent dans la ville. Et puis, conflit de juridiction avec le comte de Savoie, qui est juste à côté, terre d'Empire. Donc, en fait, on est à la limite entre les deux. Bon, bref, ça se dispute sans arrêt. Donc, on a énormément de documents qui montrent ces conflits de juridiction. Donc, en cela, Lyon est un terrain de jeu, je dirais, assez intéressant. Autre question qu'on peut se poser, et là, qui fait appel à l'archéologie, hein, où juge-t-on ? Quels sont les lieux de justice où le seigneur rend-il la justice, où le bailli rend-il la justice, etc. Et puis, lieux de justice ne sont pas seulement les endroits, les tribunaux, si on peut dire, ou s'il existe des tribunaux en dur, vous verrez, ce n'est pas toujours le cas, mais le lieu de justice, c'est aussi le lieu où l'on tient les gens en attente de leur procès, hein, donc les lieux d'emprisonnement. Ça peut être aussi les lieux où l'on applique les châtiments. Ça peut être aussi toute une géographie urbaine, hein, puisque il y a des parcours qui sont imposés aux condamnés, parfois dans la ville, et qui ont un sens, souvent un sens politique. Donc tout ça est assez intéressant. Et puis enfin, sans être spécialiste de la chose, j'évoquerai les évolutions de la procédure, et en particulier les transformations importantes qui ont lieu à partir du XIIIe siècle. Donc on va perfectionner un petit peu tout ça. C'est en particulier l'apparition, enfin pas l'apparition, mais la réutilisation de la procédure d'enquête, hein, parce qu'on met en place donc une nouvelle procédure qu'on va dire inquisitoire à partir de là, et la manière de chercher les preuves change. Et donc je ne serai pas très technique, mais néanmoins on ne peut pas faire l'économie de tout cela, qui permet de voir que l'institution judiciaire finalement se perfectionne. Et vous verrez, quand je vous disais ce n'est pas une justice si archaïque que ça, vous verrez qu'à partir du XIIIe se posent véritablement les fondements de la justice que nous connaissons nous, hein, donc un mode de fonctionnement qui ressemble énormément à ce que nous connaissons nous. Alors tout cela sans que jamais, finalement, ce qui est au cœur de la gestion des conflits au Moyen-Âge, à savoir les processus de négociation, d'arbitrage, d'accord amiable, des processus de fed, c'est-à-dire de vengeance, qui sont tout à fait légaux au Moyen-Âge, ne disparaissent. Donc en fait, cette justice, elle se construit plutôt en complémentarité de ces modes de règlement privé de conflits. Et donc en fait, la manière dont s'articulent ces éléments-là est assez intéressant. Alors, la justice, donc vous l'avez compris, je l'aborderai au sens de manière institutionnelle, hein, si on veut. Mais ce qui m'intéresse surtout autour de ce cours, c'est l'idée de comprendre à travers elle les mentalités médiévales. Car il est certain que le contexte mental explique bien des choses, comme, on le verra, le pardon de certains homicides. Ça paraît étonnant, mais voilà, lorsque c'est fait dans les règles, dans le cadre de la vengeance, de la fed, et ben, en fait, ça ne donne pas lieu à une poursuite. La rigueur particulière avec laquelle on traite certains cas,
La récidive, bon ça ne va pas vous étonner, mais bon, le blasphème, c'est un peu sorti de notre champ aujourd'hui que de punir très durement les gens qui blasphèment. L'injure, par exemple, l'atteinte à l'honneur, hein, donc qui est très très grave à l'époque. Et à l'inverse, la possibilité de la grâce, mais même au-delà de la grâce, en fait, une rémission complète qui efface jusqu'à l'existence du crime. Hein, donc des choses qui nous paraissent presque choquantes, hein, je dirais aujourd'hui, mais qui s'expliquent par les mentalités de l'époque. Donc ce que je vous propose, c'est en fait une plongée dans ce Moyen-Âge qui est loin de mériter les opinions les plus péjoratives qu'on lui prête souvent. Hein. Vous savez, quand on dit « Ah, on se croirait au Moyen-Âge », eh bien non. Revêtant la toge de l'avocat, hein, je tenterai de mener une plaidoirie, si je peux, de manière à réhabiliter par la compréhension ce Moyen-Âge, donc injustement convoqué chaque fois qu'il est question d'atrocité dans notre société, de régression sociale ou d'aliénation des libertés. Donc, je souhaite que l'on puisse rétablir ce que nous devons au Moyen-Âge. Et dans le cadre de la justice, nous verrons que nous lui devons beaucoup. Et de lui accorder un certain respect, si ce n'est de lui vouer une certaine admiration. Donc en fait, j'espère vous faire partager cette admiration que je porte pour cette période où il s'est passé beaucoup de choses. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je rajoute juste une toute petite chose. Je vous ai évoqué tout à l'heure l'héritage que je porte de ma collègue Nicole Gontier. Certains d'entre vous la connaissent peut-être. Depuis qu'elle est partie en retraite, elle a changé de carrière, je dirais, et elle s'est trouvée une carrière d'écrivaine, de romancière, de polar policier. Et si vous voulez passer de bonnes vacances, un bel été et peut-être vous introduire déjà dans le sujet que je vous propose pour le second semestre, hein, je vous invite à lire ces ouvrages. Ça, c'est le dernier qui est sorti. Ça, c'est celui que je préfère. Il y en a 12 maintenant. Donc voilà, il y a de quoi faire. Donc voilà, et elle part toujours de documents d'archives et elle nous donne une explication très claire de la manière dont fonctionne la justice à Lyon au début du XVe siècle. Donc, on a un travail on a un travail de romancière, hein, évidemment, mais derrière, hein, il y a tout le travail de l'historien ou de l'historienne, et on apprend énormément de choses en lisant ces romans. Donc, je vous invite à le faire vraiment. Alors, il y en a plusieurs. Hein, donc, le dernier s'appelle « Des écus d'or et de sang ». Le premier s'appelait le crime de la rue de l'Aumône. Voilà, donc elle s'appelle Nicole Gontier. Donc vous allez trouver ça dans toutes les bonnes librairies lyonnaises, normalement. Et celui que vous préférez? Alors, celui que je préfère, c'est le Peine capitale. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous arrêtez lorsque le Moyen-Âge, donc c'est un siècle d'incertitude, c'est votre... Alors là, pour le coup, c'est vraiment parce que je me suis dit j'allais vous faire une présentation sur le Moyen-Âge, donc traditionnellement, on l'arrête à la fin du XVe, mais alors, pour l'histoire de la justice, ça n'a aucun sens. Soyons clairs, que je pourrais prendre des exemples, et ça m'arrivera de prendre quelques exemples du XVIe siècle, du début du XVIe siècle, mais en fin de compte, la césure, elle se fait au XIIIe, hein, où là, il y a de grands changements, et après, on va continuer quasiment jusqu'à la Révolution française, des usages judiciaires qui sont mis en place. Vous l'arrêtez sans prendre. Voilà.